Jean Piaget's ideas and writings have been influential throughout the world in the study of child development and in education. He applies the term genetic epistemology to his studies of the development of knowledge in human beings. His research has led him to a theory of knowledge. This film was made in Switzerland in 1977, exactly as Piaget wanted it made. He discusses his ideas, tries to clarify misunderstandings about them, and he shows some of his classic experiments with children. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little points here, see? Ah, yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation
par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet. Elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien, il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale. Quand même, il a compris une partie de la transformation. Eh bien que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans, vous montre combien il y a d'écart entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet. There. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Okay, now this one we'll leave here. Now then, listen to this. If I pull this string like this, what's going to happen? This one will be big, and that one will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay, there it will be big, and here it will be little. Okay, so shall we do it? Yes. There, is that right? Good. Now tell me this. This string from this end to this end, is it still just as long as that one, or is it not just as long as that one? Not just as long as that one. It is not just as long as that one. Okay. And what if we put this one back as it was before? How will it be if we pull here again? This one will be like this one. This one will be like this one. And where will the big part be? There. Yes, and where will the little part be? There. Okay, so we pull like that. And now the string from this end to that end, is it just as long as that one? Yeah. Yes? Yes. Okay. And if we pull again, there, like that, are they just as long, both of them? No. No. Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des transformations ou actions du sujet
et qui peuvent être retournés, qui sont réversibles. Exemple, l'addition, dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures dès les stades des avant-langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Look, Barbara, these are sticks. Would you call them sticks? Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. The little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big one's here, the big one's here, the big one's here, the big one's here, the little one's here. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. That's fine. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Fine. Have you finished? Yes. How did you do it? We just have to take the littlest one right up to the biggest one. Where's the littlest one? This one. This one? And the biggest one? This one? Yes. First I'm going to stand them all up and see which one is the biggest.
Can you tell me what you did? Well, first I looked at which one was the biggest. And then? And then I looked again at which one was still the biggest, still. And then? And then I saw that it made stairs, that there. So I put that one after, and there it was. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. How many sticks are there that are bigger than this one? 7? 7. You counted them fast, Yes, I did 3 plus 4, I looked. And how many of the sticks are there that are smaller than this one? 7 again. 7 again. How do you know? Because you didn't count. I didn't count. But it's easy to know because there are 7 in this direction. And it's easy that there are 7 in the other because that's the same. It's the same thing. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, et elle les compte. Et ensuite, on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes, et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Ben, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, et tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. Tell me now. I'm taking this one away. That makes a little staircase. That makes a littler staircase? Yes, that one's big, and then the little one. And the little one. What's this one? The biggest? Yes, How many of them are smaller than it is? Can you count them? 4. 4? 4 that are littler than the biggest one? No, 3. 3. And this one? It's the littlest? Yes, Okay. Look, Renaud. How many of them are bigger than that one? 1. 1? I can't see. You can't see. Can you tell me without seeing? I don't know. You don't know. Well, we'll count them. How many of them are bigger than it is? Than this one? All of them. Vous constatez au contraire que le jeune sujet qui s'appelle Renaud et qui n'a que 4 ans est incapable de répondre à cette question dont la réponse nous paraît si évidente, elle apparaissait à Catherine. Il ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus petit et que réciproquement, il y a 3 plus petits que le plus grand. Si les connaissances ne sont pas préformées ni dans l'objet, comme le croit l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croit l'innéisme, il y a alors construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolongent l'embryogénèse, qui prolonge l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Et ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades, ou si vous préférez, des niveaux.
En gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire, dont vous venez de voir des exemples à propos de la sériation avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses aussi bien que sur des objets et que nous appellerons les opérations formelles. Eh bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de série, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure. Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant. Il n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, il ne s'était jamais posé ces questions-là. Alors on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qui est au contraire d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux mêmes âges, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur la sériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est que on retrouve, il y a des différences donc d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels, il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre, et on a fait de multiples expériences de psychologie comparée dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. C'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins et aux scolarisés, mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. We'll say it's the ocean, this blue cardboard. Huh? We'll say it's the ocean. You know the ocean? Have you ever seen the ocean? And in the ocean, we put some islands. There are islands. Oh, yes. Okay? Yes. A big one. A big one, yes. And on one island, we built a house. Mm. You see, it just fits on the island. It's built on the whole island, but it doesn't go off it. Now, what I'd like for you, with these blocks, you build a house, too, on that island here. On the whole island, huh? But without going off it, huh? And I'd like that house to have just as much room as this one here.
Okay. Do you understand? Just as much room as in this one. More. Just as much. Okay? Go ahead. I can't put any more. Yes, yes, that's fine. There. It's the same house? Mm. There's just as much room in the two houses? Yes. You're sure? Mm. How do you know? Because I see. How do you see? You can lift that one if it helps you. You can pick it up. Show me. I don't see very well. Ah, yes. I didn't mean like that. Okay. But show me how you see there's just as much room in the two houses. Because I see they're just this big. And if they're just as big, like that, there's just as much room in them? Yeah. You're sure? Yes. Vous constatez donc que le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale. Uh-huh. So there has to be just as much room in the house you build as in that one. Higher still? Whatever you want, whatever you think. Do you think there's just the same room, or is there more room here or more here? More room there. Ah, so you have to make more room. You have to build some more. You have to go up higher. There has to be just as much room. Do you think that there's just as much room there and there, or not? No, because there it's thinner. Aha, very good. So what would you have to do to have just as much room? Make it bigger. Then make it bigger. On this side? Hey, can you build in water? No. So how can you make your house bigger? I don't know. A minute ago, you told me there isn't just the same room in these two houses. No. Where is there more room? Here. Okay, so you have to make more room in the other house. Yeah. So how can you do it? I'll give you some blocks and you build some more. On top, then. Yes? You want to? Yeah. Okay, go ahead. So, you think that's okay now? A little bit more. A bit more? Go ahead. You want me to help you? I'm not very good at it, but there. You want to put some more, or do you think that's enough? That's enough. That's enough? There's just as much room now in the two houses? Yes. How do you know that? Can you tell me how you know?
No, But you're sure that there's just as much room, or not absolutely sure? not absolutely. Not absolutely sure. Why do you think that there's just as much room? What makes you think that? Because it's high enough. La petite Irène, qui a 5 ans et dont vous venez d'entendre les réponses, hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur, mais elle n'a aucune certitude. Elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. There. Okay. We'll straighten it out so it doesn't fall. So, there's just as much room as in this one? I think so. I'd like you to be sure. What are you doing there? There, I'm sure. That way you're sure? Okay. How are you sure? What did you do there to be sure? Well, that's exactly the right size of the square. Yes. So if it's that high, that makes that, the size of the square more. Yes. So that's better. So what you're saying, if I got it right, it's just as high No, it's more. at first, and then it's the same size as the square on top? Yeah, Is that it? yeah. That's what you meant? Okay, and that's how you're sure that there's just as much room? Yes. Le troisième enfant, Mathieu, 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. There. There's just as much room in the two houses? I'd say so. You'd say so. Okay. How can you tell? Well, there are 3 lines. And then I looked at the lines. Where are there 3 lines? Explain it to me. There. 1, 2, 3. Okay, those big lines there. And then there and are then 3 there of them? I can put them. Yes, show it on this side, maybe. There. There. It's the same 3. And then there's 3 lines on top, and I can put them there. Yes. Can you show me the lines on top? Can you put them there? Those? The Yeah. last 3? Yeah? So the last 3 are these 3 lines? Yeah. Okay. And then the first ones, that's to make it as high as the house? Yeah. Okay. And that's how you can be sure that there's just as much room in the 2 houses? No, because there I didn't do all the sides. Ah, so then what? I have to put 3 more. 3 more. There. What do they represent, those 3 more? Can you show me on that one what they represent? That one. That side. Yeah. And then I put 3 more. Yes.
They represent this side. So now you have which ones that are done? That one, that one, that one. I only have to do that one. Okay. Okay. That's that side? Yes. Le petit Didier, que vous venez de voir, qui a 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en surface, mais commet encore des erreurs, c'est-à-dire que pour lui, 3 plots représentent une surface, alors qu'en fait, il en faudrait 12. What are you counting? I'm counting so it has the same volume. Yes, but explain what you count each time. There has to be 4 times 9 cubes to make that. 4 times 9 cubes, because 9 cubes, what does that represent? Well, the surface of that. A slice. Yes, show me the slice. All right, all the way around. And then there have to be 4 to make the whole building. Good, so go ahead. Enfin, la jeune Popov, 12 ans, découpe le volume en tranches et met ces tranches en relation avec les étages. Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ben ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. You count 3 times 4. Is that it? Yeah. Le premier fait frappant dans le développement des connaissances, c'est évidemment leur créativité continuelle. À voir tout ce que le bébé, avant le langage, pendant les 18 premiers mois de l'existence, arrive à construire dans le domaine de l'objet permanent, de l'espace, du temps, de la causalité, etc., on est stupéfait de ce nombre de constructions spontanées qui ne sont évidemment pas dictées par l'adulte. De même, la construction des structures opératoires dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième fait frappant, c'est la régularité et la généralité des stades de ces constructions dans leur succession. Comme je le disais, on retrouve partout les mêmes stades et les mêmes successions. Il y a donc dans ces faits un certain nombre d'enseignements à en tirer. D'abord pour la psychologie. Pour la psychologie, parce que expliquer un phénomène psychologique, c'est retracer sa formation. Autrement dit, la psychogénèse me paraît le terrain de l'explication en psychologie. En second lieu, bien entendu, il y a des applications pédagogiques possibles. En troisième lieu, il y a un grand enseignement épistémologique, c'est-à-dire qu'en voyant comment la connaissance se construit, nous comprenons mieux sa nature. Et nous sommes en train, avec mon collègue Garcia, qui est un grand physicien, de chercher, d'écrire un volume ensemble et de chercher les mécanismes communs entre la construction des connaissances élémentaires chez l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Et ces mécanismes communs, on en trouve pas mal. Pensez aux notions de conservation, aux structures opératoires, aux modes d'abstraction, etc. Par ailleurs, nous continuons naturellement nos recherches. Nous sommes loin d'avoir terminé ces explorations. Nous étudions en ce moment comment une connaissance qui vient d'être acquise peut s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, engendrer des nouvelles connaissances. Et nous étudions par ailleurs comment ces nouvelles connaissances finissent par devenir nécessaires, c'est-à-dire comment s'élabore la nécessité logique et logico-mathématique.